Chers collègues, bonjour. Je m'appelle Anastasia Oukleva et je travaille dans l'Université nationale de recherche, École supérieure d'économie à Moscou, où j'enseigne la philosophie morale et politique et dirige l'école de philosophie et de sciences culturelles. Le sujet de mon discours d'aujourd'hui est le suivant: la guerre à l'ère de la post-vérité, conséquences anti-transhumanistes de la révolution numérique et informationnelle. Je voudrais vous proposer certaines réflexions sur les menaces anti-humanistes d'après-guerre, lorsqu'il est nécessaire de rétablir l'ordre, mais la numérisation mondiale, en tant que l'une des tendances clés de l'ère de l'information, est en train de changer les principes même de l'ordre, à tel point que son idéologie transhumaniste inhérente devient un véritable obstacle à l'ordonnancement des relations sociales. Et la guerre de l'information est une partie importante de la guerre en tant que telle. Et le numérique signifie principalement un contrôle complet. Et ce n'est pas un hasard si un vague d'indignation a balayé le monde sur le jeu Pokémon Go, dans lequel la fonction de réalité augmentée permet de combiner la réalité environnante et l'espace de jeu. Pokémon Go est un exemple de mécanisme de contrôle des foules à distance, l'une des options de cybermenace. Sur son exemple, on peut observer une autre confirmation de concept bien connu du soft power de Joseph May, selon laquelle il faut faire vouloir ce que l'on veut aux objets de dominance. Donner aux gens un idéal auquel ils doivent croire, montrez-leur que vous l'avez déjà réalisé et donnez l'envie de se rapprocher de votre idéal. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des troupes nulle part, il suffit de lancer à l'ennemi une idée qui lui plaira et puis aura lieu la mise en œuvre du plan Marshall. En fait, dans les années 60, McLuhan a parlé du principe de la guerre froide qui se combat à l'aide de technologies de l'information. Et si les guerres chaudes du passé utilisaient les armes qui neutralisaient les ennemis l'un par l'un, alors la persuasion de l'information par le biais des médias fonctionne en prolongeant toute la population dans un monde imaginaire. Et la définition de la guerre et de l'information comme une guerre civile est tout à fait légitime en ce sens, puisque l'informatique domine chez nous à la maison et nous oblige à être très sensibles à certaines idées afin de rester sourdes, aveugles et insensibles aux autres. Et ça a deux objectifs, et la vision du monde des gens, détruisant la société de l'intérieur. Dans le même temps, l'ennemi de l'information reste méconnu. Dans la remarque pleine d'esprit de McLuhan, le contenu du message est comme un morceau de viande jeteux qu'un voleur apporte pour lui, avec lui, pour endormir le chien de garde de nos esprits. Et sous l'influence des médias, le monde visible a cessé d'être une réalité pour nous et il se transforme en un monde virtuel entièrement construit de fiction, créé par des technologues professionnels. Et le cercle vicieux est fermé. Ceux qui se livrent à la manipulation de l'information deviennent les premières victimes de ces opérations exsangues et ne sont bientôt plus capables de distinguer la fiction de la réalité, puisque le monteur doit croire à la fiction qu'il a créée. De plus, chaque nouvelle invention et chaque nouveau fantôme d'information provoque chez une personne quelque chose comme un choc culturel, une sorte d'aveuglement et de blocage de la conscience. Un fait similaire a été connu à l'Antiquité, par exemple, quand on croyait que la processus créatif s'accompagnait d'un type particulier d'aveuglement, comme ce fut le cas chez le roi Oedipe, qui résolva l'énigme du Sphinx. Tout fantôme d'information basé sur le sensationnalisme provoque d'abord l'effet d'aveuglement général par une nouvelle idée lumineuse qui est une base de technologie manipulatrice de guerre de l'information. Et il est nécessaire de créer une défense efficace contre les technologies d'information, contre suggestion, qui dépend en grande partie de la possibilité de maintenir un équilibre entre la puissance toujours croissante des technologies d'information et la capacité d'une personne à réagir de manière individuelle. Et les jeunes immigrés dans les médias, émergés dans les médias audiovisuels depuis l'enfance, absorbent irrésistiblement la passion d'une implication profonde dans le monde virtuel. Et cela leur fait percevoir tous les autres objectifs de la culture ordinaire comme insignifiants et même irréalistes. Et les médias électroniques peuvent créer à la fois un engagement profond et un engourdissement.
C'est pourquoi les jeunes, en tant qu'objet de manipulation, sont beaucoup plus susceptibles que les personnes plus âgées, fermées dans la culture de texte écrit et rappelant sagesse ancestrale. Si vous voulez vaincre l'ennemi, élevez les fils. C'est en conséquent, par conséquent, afin de s'assurer la possibilité de surmonter avec succès la conséquence sociale et psychologique de la guerre, il est nécessaire de veiller à l'éducation des jeunes. Et dans le contexte de numérisation globale, cette tâche paraît d'autant plus anodine que la personnalité numérique est un oxymorone. Elle est transparente et peut être détruite en tant qu'individu à condition de la déviance de l'environnement numérique. Quand les données seront perdues, ainsi apparaîtra une personne sans mémoire et en fait une personne sans qualité. Et dans la forme originale, les modèles théoriques de communication politique étaient fondés sur les premières représentations conceptuelles de processus de communication de masse, connus sous le nom de la théorie de la balle magique ou de modèle de la syringe hypodermique. Et cette théorie apparut peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, dont l'un des fondateurs de la SPAL partait de l'hypothèse d'énormes possibilités pratiquement illimitées d'influence de l'information et de la propagande sur le grand public qui, dans la sélection des messages, se comporte plutôt passivement et en fait ressemble aux patients attendants dont l'état commence à changer après avoir reçu une dose de médicaments sous forme d'injection. Ainsi, l'information balle magique, d'une part, trouve toujours sa cible très exactement et sans faute, et d'autre part, elle agit comme un système unique de stimuli, générant un système de réactions similaires, subjuguant ainsi complètement l'ensemble des organismes. Et en 1940, Lazarsfeld et Berlson-Godet ont proposé un autre modèle de communication classique. Et selon ce modèle, l'impact de la communication de masse sur un individu est médiatisé par des microgroupes et leurs leaders. Au milieu des années 50, ont été élaborés des concepts fondamentalement différents, procédant au contraire des idées, des comportements actifs de l'audience médiatique en termes de choix de sources d'information et de sélection des messages diffusés. Telles sont par exemple la théorie de dissonance cognitive de Festinger, ainsi que la théorie de l'utilité et de la satisfaction des besoins de Kant. Et à la fin des années 60, début des années 70, au courant de la diffusion intensive de la télévision, les recherches liées de l'impact des médias sur le comportement électoral, par exemple, sont sensiblement intensifiées, ainsi qu'on était mené des études sur la perception de la guerre. Et ces domaines de recherche remontent aux idées de Lippmann qui a indiqué au début des années 20 que sous l'influence des médias, une image simplifiée, déformée et stéréotypée du monde extérieur apparaît dans l'esprit des individus et un pied d'environnement qui, avec la réalité elle-même, devient un facteur essentiel prédéterminant et motivant le comportement des gens dans la vie quotidienne. Et ces prémices est en particulier la théorie de la culture de Gardner. Les fake news sont devenus l'un des éléments clés de cet agenda aussi. Fake est destiné à former les grandes tendances du discours officiel et loyaliste, à transmettre ces tendances aux décideurs et aussi à vérifier les réactions des destinataires à des nouvelles notes introductives qui n'ont pas encore été jetées dans l'espace public. Et l'une des tâches principales est ici la création d'une réalité contrôlée à travers la formation de réalité, de simulation et le sondage de la conclusion logique des intentions du discours politique officiel qui, pour une raison ou un autre, ne peuvent pas être présentés publiquement. Parallèlement à la création de fake, on peut observer un grand nombre de figures du silence dans le cas où la fixation de l'opinion publique sur l'un ou l'autre aspect de la vie de l'État, par exemple, n'est pas rentable, par exemple lorsqu'il s'agit d'initiatives militaires,
Et étant donné que dans un pays intégré verticalement, les intentions principales viennent toujours d'un nom, il suffit que le discours politique officiel ne s'exprime pas sur certaines questions et lui, et avec lui la société, considère cela comme une indulgence pour ses actions ultérieures en défaut. Et les principales méthodes du discours manipulateur visant à former une certaine attitude envers les événements de la réalité sociale du principal destinataire d'un tel discours sont pleinement représentées dans l'espace sociopolitique moderne. Dans le cadre de la dichotomie, par exemple, ami-ennemi. Dans le premier cas, les stratégies d'excuse d'une personne, de justification d'actions politiques et de silence sont activement utilisées, tandis que dans le second cas, des stratégies de discrédit, de discrédit, de diffamation, de rétention, de la fourniture d'informations incomplètes sont mises en place. Mais dans les deux cas, des stratégies de manipulation sont dirigées vers la sphère émotionnelle d'une personne. Il s'agit à la fois de l'exagération d'une image négative et de la formation active de l'image de l'ennemi et comment dire, de la menace croissante pour mettre en œuvre ces stratégies en large éventail de moyens linguistiques et non linguistiques est utilisé, un certain vocabulaire relatif, des signes dialectiques, de l'organisation des parties, etc. Par ailleurs, le discours de la post-vérité est également devenu partie intégrante du système médiatique. Et sur le slogan de l'ordre du contrôle total comme condition d'assurer la sécurité publique et privée, une personne se voit imposer par divers moyens, y compris par le jeu, la conviction de sa nécessité. Cependant, le revers de ce contrôle et l'impunité totale. Un refus fondamental de respecter les droits de l'homme, la perte de la capacité de compassion, de sympathie, d'empathie, etc. Et en conséquence, la post-vérité donne également naissance à une nouvelle génération de la guerre. La guerre enlève non seulement des ressources, mais aussi l'intelligence et toutes les nouvelles méthodes et outils qui peuvent être utilisées pour le combat tombe immédiatement entre les mains des militaires, du monde des affaires, de la politique, des médias, la post-vérité. Et la post-vérité s'est avérée entre une boîte à outils idéale pour l'information et la guerre psychologique. Et le phénomène de la post-vérité dans la communication politique moderne fait de plus en plus l'objet d'analyses de discours scientifiques étrangers et nationaux. Cependant, un terme sémantique, ce concept reste toujours vague et est souvent utilisé dans le segment strictement idéologique. Et la prolifération des acteurs des technologies médiatiques dans la production de l'information politique conduit à la diversification et à la dévaluation des critères de vérité et de ce fait à leur inefficacité à l'interprétation des éléments passés et présents, y compris en politique militaire. Telle sorte des connaissances devient une ressource cognitive importante de la mobilisation politique négative pour de nombreux mouvements sociaux et organisations. En même temps, les références au développement de procédures strictes de vérification de la vérité ou de l'objectivité d'informations politiques, à l'accroissement de la responsabilité morale des acteurs de la politique d'information, leur optimisme modéré quant à la formation progressive en sociologie publique qui peut minimiser les conséquences de l'orientation propagandiste de la post-vérité politique, nous clarifie finalement la nature des fondements institutionnels de transformation actuelle du régime d'information. Et le représentant de la sociologie culturelle moderne, Alexander, a raison de dire qu'il est rarement possible d'éviter l'erreur de naturalisme dans l'interprétation de l'efficacité réelle de certains événements reconnus comme signifiants en rapport avec l'analyse de la construction sémantique dans la description des événements traumatiques. Et les partisans de l'épistémologie culturellement orientée soulignent que les phénomènes sociaux nommés comme faits dans la société sont efficaces non pas en raison de leur nocivité réelle ou de leur dureté objective, mais cela dépend de la façon dont ils sont perçus et comment ils influent sur l'identité collective. Et cette prémisse est très pertinente par rapport au phénomène de la post-vérité, puisque fake news sont les plus souvent associées à des interprétations d'événements traumatisants ou des tentatives de présenter des faits comme preuve de circonstances traumatisantes. Je souligne à la fin les limites de la stratégie de la factographie qui nécessite une épistémologie plus complémentaire des phénomènes sociaux et la vérité ne doit pas être considérée uniquement comme un résultat d'une coïncidence avec l'objet
Et l'illusion n'est qu'un produit de l'illusion et de l'engagement social. Et la vérité n'est pas sans sujet, et l'illusion n'est pas sans sujet, sans objet. Les connaissances de ces deux sortes, à la fois vraies et erronées, sont également conditionnées par un ensemble de conditions et de circonstances socioculturelles. Merci, chers collègues, pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation du colloque.